Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, question de True North hier. Monsieur Carney, combien de gens y a-t-il? Pourquoi il pose cette question-là? Libre Média a la réponse. Il y a un jugement au UK où est-ce qu'on détermine qu'effectivement, il y a deux sexes. Ben oui, Jérôme, j'imagine que tu as suivi la soirée des débats hier, un peu comme nous tous. Là. Nous, bon, on a eu des petits problèmes techniques. Il y a Radio-Canada qui a fait Ben oui. planter notre diffusion, donc en bon diffuseur public. Il faisait des réclamations de droits d'auteur, imagine-toi donc, pour du contenu public. Donc, c'est pour ça que les gens qui nous écoutent, on en a parlé précédemment dans le podcast, mais c'était pour nos membres payants. Mais je le redis parce que je veux mettre ça au clair. Il y a des gens hier qui nous écoutaient en live pour la soirée des débats et qui ont vu après 1h15 leur stream, leur diffusion se faire arrêter. Et c'était carrément écrit à l'écran suite à une plainte de CBC. On a même le nom de la personne. En tout cas du compte qui est relié à cette plainte-là. YouTube nous a débloqué quelques instants après suite à une contestation qu'on a faite parce qu'ils ont vu que c'était public, mais il était trop tard. Ça avait cassé la diffusion en direct. Là, les gens ont dû nous rejoindre. Bref, ça a été un paquet de problèmes. Je ne sais pas si, de ton côté, comment tu as suivi les événements, puis c'est quoi un peu ton impression de ce qui s'est passé hier, là, puis après ça, on viendra au sujet comme tel dont on voulait parler. Là. Ben écoute, c'est très cadré. L'impression, c'est que c'est une campagne qui est verrouillée. Écoute, d'entrée de jeu, c'est le cadrage des grands médias. C'est-à-dire déjà, Patrice Roy, l'émission a commencé depuis à peu près 5 secondes. Patrice Roy demande aux auditeurs quel est le chef qui va le plus vous rassurer. Déjà, la table est mise. Donc, on a déjà un vocabulaire de peur versus de sécurité. Donc, tu sais, inutile de rappeler quand même là, qu'en mettant l'accent sur l'état d'urgence, la crise avec Trump, les grands médias ont contribué. Ben, on fait campagne essentiellement pour Mark Carney. Là. Donc ça, je pense qu'il faut le rappeler d'entrée de jeu. Je peux-tu faire un autre appel, Jérôme? Pardon? Je peux-tu faire un autre appel? Oui, les pays de la planète ont 10% de tarifs. Le Mexique a 0. La Russie a 0. Puis le Canada a 0. OK? On peut-tu le rappeler, ça, qu'on est un des rares pays de la planète à part de tarifs? Ouais, sauf quelques exceptions. Là, l'acier, produits or. Mais les blanket tariffs de 10%, là, on est un des rares pays qui n'en a pas. Là. Ouais. Mais on est un des pays où les gens ont le plus peur. Hier encore, ils ont parlé dans le débat, Jérôme, tu l'as vu aussi, dès le début. En fait, presque tout le débat tournait autour de Donald Trump, finalement, là, au moins la moitié, en toute transparence. Ben oui. Et hier même, on a ramené l'histoire de l'annexion, puis la souveraineté. Il y avait un thème, d'habitude, on se dit, le thème sur la souveraineté, en général, ça parle de la souveraineté du Québec, là, le Bloc a interagi avec les libéraux. Non, hier, ça parlait de la souveraineté du Canada, là. Donc, on est au bord, les tanks américains sont sur le bord de traverser à Stansted ou je sais pas trop. Là. Ils font croire ça aux gens qui écoutent pour vrai. Là. Ah oui, non, écoute, c'est vraiment une question de cadrage. Et c'est drôle parce que je lisais un article sur les élections en Équateur et tu vois, les observateurs électoraux déploraient, en tout cas des observateurs électoraux, déploraient que les grands médias là-bas avait fait une campagne, en tout cas une couverture trop favorable au candidat, au président qui est sortant, qui a été réélu, Daniel Noboa. Et tu sais, donc des observateurs électoraux au Canada, là, qui viendraient au Canada, qui seraient parachutés de la Colombie ou peu importe, je veux dire, ils pourraient observer aussi là, que la couverture des grands médias est favorable à un candidat qui est Mark Carney. Donc le Canada qui se pense encore la plus grande démocratie dans le monde, etc. On vit vraiment dans une bulle. Donc, le cadrage, c'est... écoute, le cadrage, c'est quoi? Le cadre. Et qu'est-ce qui est dans le cadre et qu'est-ce qui n'est pas dans le cadre? Bien, évidemment, la liberté d'expression. On ne sait pas du tout ce que Mark Carney ferait, par exemple, la régulation des discours en ligne. Et on pose la question dans Libre Média, d'ailleurs, parce qu'il a traité quand même, il a qualifié les grandes plateformes américaines
d'océan de haine, de racisme, de misogynie, etc. Donc, finalement, il y a une plateforme qui est évasive. Il y a les médias avec lui. Et c'est ça. La plupart des sujets, en fait, sur lesquels il faudrait s'arrêter, notamment l'immigration, la liberté d'expression. Bon, la crise du logement, on en parle parce que c'est les politiciens qui en parlent eux-mêmes. Mais il y a beaucoup de sujets, évidemment, qui ont fait le déclin du Canada qui ne sont pas abordés. Donc, quand je dis une campagne verrouillée, cadrée, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans le cadre, qu'est-ce qui apparaît pas dans le cadre. Et hier, quand même, la manière qui était présenté le débat, qui a été scénarisé, le débat à Radio-Canada, c'était encore exactement là-dedans. Donc, c'est sûr que si vous faites la moitié des thématiques sont consacrées à Trump, etc., ben, vous vous trouvez à pistonner votre candidat, Ouais, Mark puis- Carney. Là. Il y Puis a pas, encore les Vox Pop. Ouais, les ouais. Vox Pop. Ouais. Les Vox Pop, c'était des grands enjeux. Moi, je regardais les Vox Pop d'avant question. Là. On dirait qu'ils se conservaient juste une dernière intervention à la fin qui était moins pire que les autres. Mais tout ce que tu avais, c'était des gens qui sont dans la génération du baby boom. Et les seuls jeunes qu'on a vus, là, vraiment plus jeunes, là, 30 ans ou un peu et moins, c'était couple sécateur. Ils prennent pour acquis. Même chose, à tout le monde en parle. Guy Lepage, bon, qui n'est pas non plus un prix Nobel de journalisme. Là, bon, là, je viens de dire quelque chose qui. Non, mais tu sais, le gars a des petits cartons, puis tu sais, c'est pas un grand esprit journalistique, notre Guilla, qui des fois, bon, sympathique, une fois de temps en temps. Là. Une chance que du vin, tout le monde en parle, sinon, moi, je me pointerais jamais là. Tu sais. Bref, non, mais on verra s'il m'invite un jour, mais Guilla, tu vois, prenait pour acquis, tu sais, c'est dans le non-dit, dans le non-verbal, puis pas juste dans le non-verbal, mais dans le. Tu sais, ils prennent pour acquis, là. C'est-à-dire, Guilla, oui, mais la question d'élection, c'est évidemment c'est Donald Trump. Tu sais, lui, il prend ça pour du cash. Tout le monde prend ça pour du cash instinctivement. Donc, c'est le cadrage. Je remarque que c'est encore une fois, c'est Radio-Can 2 fois. Tout le monde en parle, puis ce débat-là. Mm-hmm. Mais les autres médias, on sait Québécois, ça a été cadré de même. Eux autres ont perdu le contrôle, en fait, du récit. Hein. Ils ne savent pas vraiment où ils en sont. À la dernière minute, là, ils ne savent plus. Ils ont amplifié beaucoup le bloc. Ils ont nourri beaucoup la peur, Québécois. Et là, ils ont comme créé un monstre qui leur échappe. Puis là, ils ont l'impression que, ben, c'est ça, qu'ils n'ont plus le contrôle du tout du récit. C'est la première fois qu'ils sont désemparés comme ça, Québécois. C'est vrai, non? Est-ce que mon impression, vous la partagez? Je la partage totalement. Mais tu sais, moi, un élément, moi, je trouve particulièrement révélateur de ça, c'est que, bon, pourquoi les médias présentent la candidature de Carney comme étant la plus crédible de tous, soi-disant parce que le monsieur est assis sur un gros CV et un diplôme en économie de Harvard. Juste rappeler que c'est le même diplôme que le crétin aux États-Unis qui a pensé aux tarifs. Là. Donc, Peter Navarro, il était à la même place. Là. Il a le même diplôme. Fait que je suis pas sûr que c'est tant garanti de qualité que ça d'avoir un diplôme en économie de Harvard, là, parce que ça donne Mark Carney et Peter Navarro. Mais cela étant dit, hier, un des moments du débat où il a le plus mal paru, Carney, c'est lorsqu'il était questionné par Blanchette et Poilievre sur le budget, sur l'équilibre du budget. Et supposément que ce gars-là, c'est un grand économiste et il n'a jamais réussi à s'expliquer, pas une fois hier, lorsqu'ils lui ont dit... en fait, la formule de Blanchette était bonne. Il disait, vous avez une vision à la Harry Potter. En fait, c'est de la magie que vous voulez faire. Vous voulez augmenter les dépenses et faire baisser les revenus via des baisses de taxes que vous avez promis. Donc, vous augmentez les dépenses, vous baissez les revenus et vous nous dites que vous allez équilibrer le budget. C'est pas sérieux, ça. C'est de la sorcellerie, en fait. Et il a baragouiné une phrase à peu près incompréhensible en français. Et ce matin, faites le tour des journaux, personne ne parle de ça. Tout le monde nous parle encore du grand candidat qui s'est démarqué, alors que le gars, même sur les enjeux dont on nous dit qu'il est dominant, il a été extrêmement faible. Écoute, on a l'impression à entendre certains commentateurs que on reproche en fait aux candidats des oppositions d'avoir voulu freiner l'élan de Mark Carney. Mais c'est parce que c'était quand même un peu leur rôle et leur vocation. C'est-à-dire, dans un cadre démocratique, en général, il faut que tu critiques ton adversaire. Tu sais. Mais inconsciemment, encore une fois, ils ont voulu, c'est ça, freiner sa chute. Écouter un peu là, en filigrane. Donc, comme s'il y avait quelque chose d'illégitime, finalement, à faire à remplir son rôle que de chef de parti contre le premier ministre désigné. Donc, non, honnêtement, c'est comme je dis, c'est une campagne qui est verrouillée.
qui est ultra scénarisé. Et le gars, lui, a rien à perdre. Mark Carney n'est à peu près pas stressé. Du moins, il n'apparaît pas stressé parce qu'il s'en fout d'une certaine façon. D'abord, tout le monde en parle. On a vu que le gars, il dit que faire une campagne électorale, c'est regarder des vaches. Tu dis, wow, là, tu sais, écoute, le non-verbal, mais ce qui peut aussi sortir de sa bouche, c'est juste incroyable. Ce que ça traduit, le type est un roitelet pour qui faire campagne est une corvée. Oh, ouais. Tu sais, qui est bon, une corvée qui est nécessaire alors qu'il faut encore, bon, évidemment, tu sais, avoir l'appui de la populace, mais c'est des formalités pour lui. Là, tu sais. Écoute, tout le monde en parle, c'était ça, le gars. Et là, ben écoutez, moi, être premier ministre, dans le fond, c'est facile. Ce qui est un peu chiant, c'est être candidat. C'est un peu ça ce qu'il nous disait quand même. C'est absolument incroyable. Et donc, le gars n'a rien à perdre. C'est un oligarque qui a été parachuté là. Et si, s'il n'est pas élu, il ne restera pas. C'est vraiment quelqu'un qui. C'est ça, c'est lui qui a le moins à perdre, finalement, parce que d'abord, il n'y a pas besoin de ça pour. Comment tu trouves comment tu trouves la stratégie là, aussi de campagne de payer 20 000, 50 000, 100 000 pour recruter des espèces d'artistes has-been ou Never inconnus been. ou never been pour faire des pubs. Là. Donc là, on a vu, il a fait des pubs avec Austin Powers et là, c'est Neil Young maintenant qui le supporte. Donc Neil Young, je rappelle quand même que je pense que son dernier... je pense que le dernier succès de Neil Young, c'est en 1993. Là. Donc, je veux dire, on est quand, tu sais, puis le gros de sa carrière, c'est des années 70. Et là, maintenant, c'est les pubs avec l'humoriste Alexandra Streliski. Léa Streliski, excuse, Alexandra, c'est sa sœur. Non, elle a du talent pour vrai. Donc, les pubs avec Léa Streliski et Mark Carney. Donc, la gauche bohème qui se vante de voler des trucs dans des dépanneurs et des épiceries. Et il se prétend anarchiste, qui fait des pubs payés avec un banquier technocrate internationaliste. Moi, on vit dans un monde parallèle en ce moment. Pour la gauche, tu sais, c'est n'importe quoi. Là. Écoute, la gauche caviar à son apogée. Là. La soumission du petit establishment au nouveau monarque. C'est vraiment un petit monarque, le type. Là. En Russie, ce gars-là, on l'appelle un oligarque. Tu sais, le Canada, lui, s'imagine, une grande démocratie. Il n'y a pas de rapport de force ici, il n'y a pas de jeu de coulisses. Les médias ne sont pas des organes de propagande. Tu sais, mais non, tu sais, je le répète, mais l'entreprise qui a permis d'en faire le premier ministre désigné, tout ça. Puis il utilise les moyens de l'État aussi là, pour faire campagne. Donc, c'est ça le grand coup. C'est-à-dire, il arrive, part en Europe. Donc, il a fait campagne non seulement sur la peur, mais en utilisant les moyens de l'État. Là. C'est-à-dire, l'argent des contribuables fait des promesses. Donc, c'est quand même, écoute, tout un coup de théâtre. Là. Et dans d'autres pays, moi, je vous le dis, ça aurait été perçu carrément comme un genre de coup d'État. Il y aurait du monde dans la rue. Et ça n'aurait pas passé comme du beurre dans le poêle, comme on dit au Québec. Là. Il y avait un aspect hier au débat qui était très prêchi-prêcha et aussi petit Québec. Là. Tu sais, je veux dire, quand on leur demande chacun de faire la profession de foi envers la gestion de l'offre. Là, tu es là, tu dis, OK. Tu sais, c'est parce qu'on demande à chacun de dire à tous les Canadiens et Canadiennes que c'est important de payer ton poulet, tes œufs, puis ton lait et ton sirop d'érable trop cher. Ouais. Croyez-vous à la Vierge Marie? Ça ressemblait un peu à ça. Là, fait que là, tout le monde devait donner la même réponse. Après ça, il y a eu un autre moment comme ça. Achetez-vous des produits québécois à l'épicerie. C'est une vraie blague. Là. Je capotais. Là. Des fraises. À quel point c'est cadré? Non, les médias, parce qu'on carrément, c'est ça, imposé. C'est ça, le mot, c'est vraiment le cadre. Connais-tu des gens, toi, dans ton entourage immédiat, là, qui checkent vraiment la provenance des produits à l'épicerie? Moi, je connais des gens qui checkent les prix. Je connais des gens qui checkent leur livre de recettes. Mais je vois pas de gens qui checkent la provenance des items. Je sais qu'il y en a dans la clientèle du baby boom, mais je parle du monde de notre âge, là, 30-40 ans. Il n'y a personne qui fait ça. Là. Puis là, on essaie de nous faire croire que les 4 potentiels, même pas premier ministre, parce que Blanchette est là, mais bon, vous comprenez l'idée. Les 4 chefs de parti principaux sont là. Puis eux essaient de nous faire croire qu'ils checkent.
Ben, il essaie de nous faire croire même, c'est pire que ça. D'abord, c'est qu'ils vont à l'épicerie. Ouais, Déjà, c'est pas d'abord, qu'ils pire. vont à l'épicerie. D'ailleurs, Carney, Carney il va aller l'avait. à l'épicerie souvent dans les dernières années. Là. Ben, d'ailleurs, hier, il s'est dédié parce qu'il l'avait dit lui-même lors du rendez-vous de Radio-Canada avec les 5 chefs. Il l'avait dit, c'est pas moi qui fais l'épicerie. Tu sais, dans le fond, puis tout le monde comprend, là, le gars, je veux dire, il doit avoir des servants ou quelque chose, là, des gens qui font ça pour lui. Là. Et là, hier, il nous a dit qu'il achetait juste des produits. Non, c'est n'importe quoi. Là. Quand il était à la tête de la Banque d'Angleterre, là, il y avait une allocation de 7000 livres, ou l'équivalent de 7000 $ par semaine pour se loger. Là. C'est sûr, Londres, bon. Mais écoute, c'est ça, c'est une campagne où les gens vont voter sans savoir ce que pense l'un ou l'autre candidat, en fait, surtout Carney. Là. Les gens vont voter pour un type, Carney, dont ils ne connaissent pas la moitié des idées, si c'est pas pas le tiers non plus. Donc, on ne sait pas ce qu'ils pensent sur l'immigration, sur, comme je dis, la régulation des plateformes numériques. C'est vraiment le candidat idéal pour restreindre X. Là. Donc, il partage toutes les idées de l'Union européenne, là, de régulation, etc. Puis là, vous dites, gars, on parle de souveraineté. Donc là, ça va être le nouveau thème. Et dans le cadre d'une guerre commerciale avec les États-Unis, ben, ça va être très facile d'utiliser l'argument qu'il faut restreindre les plateformes américaines parce qu'elles sont le relais de la propagande américaine. Donc, ça, c'est le nouveau discours là, qui est développé chez les libéraux. Personne ne parle de ça, évidemment, tout le monde s'en fout. Ça, on parle du pain, du beurre des plateformes comme LibMedia, puis comme Pilule Rouge, puis comme Yann et Frank, là, puis Radio Pirate, puis ainsi de suite. C'est nous autres, si on n'a pas les réseaux sociaux pour promouvoir nos trucs, c'est peut-être pas la mort, mais je veux dire, ça va être tough. Là. Les chaînes de lettres, ça marche pas. Même ce que Carney pense de ça, là, ben écoute, la régulation des discours sur Internet, il y a une campagne électorale aux États-Unis, c'était un thème majeur quand même de l'élection américaine. Et c'était ce thème-là ne perce pas du tout. Écoute, on est vraiment sur la mono, c'est le mono-sujet, là, finalement. Donc, oui, Trump, mais ces tarifs, est-ce qu'ils sont... on parle plus de fraises que de liberté d'expression. Suspendu, rétabli. Donc, de toute façon, c'est très hypothétique. Donc, c'est vraiment l'aboutissement de la normalisation de l'état d'urgence. C'est-à-dire, les Canadiens sont tellement persuadés de vivre dans des situations exceptionnelles, de crise, justement, qu'il faut que le prochain premier ministre, ce soit un gestionnaire de crise. Et donc, là, lui, il répète ça. Moi, j'ai géré des crises. Je sais comment gérer des crises. Donc là, le seul critère maintenant pour être premier ministre du Canada, c'est de savoir gérer des crises. Gérer des crises, ça reste extrêmement vaste, là, comme des crises sanitaires, des crises politiques, économiques. On n'est pas toujours dans le même registre de crise. Là. Il n'y a pas de spécialiste de la crise. Là. Il y a une crise, ça peut se décliner pour 70 000 versions et nuances. Là. Officiellement, Marie-Ève Doyon, c'est une spécialiste de gestion de crise. C'est ça, gestion de crise, mais lesquelles, sous quelle forme? Oui, on a l'impression, en fait, que maintenant, l'élection, c'est un peu comme quand quelqu'un se fait prendre les culottes à terre dans un parc, là, ou à tromper sa femme, et que là, dans le fond, il y a comme une espèce de firme qui est engagée, puis là, il lui dit, tu vas écrire sur tes réseaux sociaux que tu t'en vas en thérapie, ensuite, voici ce que tu vas écrire, je m'excuse à tous ceux à qui j'ai fait du mal, puis dans 6 mois, là, ben, tu vas revenir, on va te donner en entrevue à telle personne, puis là, ça va être ton chemin de croix, ta rédemption. En fait, l'impression que ça donne, c'est qu'on se dit, la réponse à Trump, qui est mise de l'avant par les libéraux, on dirait que c'est le même monde qui avait designé la réponse COVID. Tu sais, là, McKinsey et compagnie qui disait à tous les députés, écrivez sur vos réseaux sociaux, ce matin, j'ai commencé à ressentir des symptômes reliés à la COVID-19, je me place en isolement, mais je continuerai mes activités. Puis là, ils copiaient, collaient, tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une firme de com qui est derrière ça. Et une crise, ça peut être très éphémère. Là. Trump, d'abord, il y a encore des contre-pouvoirs aux États-Unis, on le sait. Donc, on va peut-être élire quelqu'un pour 4 ans pour une crise qui va peut-être se terminer dans 3 semaines. Mais ça, tout le monde s'en fout aussi, c'est pas dit. Ben, officiellement. Non, écoute, c'est ça. Les grands médias ont fait campagne littéralement pour Carney avec cet angle-là, que c'est le mono-angle, le mono-sujet, la mono-variable. Mais écoute, rarement a-t-on assisté sur une campagne qui est aussi verrouillée et scénarisée d'une certaine façon, et lui est mort de rire, et ça transparaît dans sa posture. Le gars est mort de rire et considère que l'élection est une corvée pour recevoir l'appui d'une populace dont on se fout grosso modo finalement des préoccupations. Là. Je veux faire du millage ce que tu viens de dire. Sérieusement.
on dit qu'il y a une guerre commerciale présentement, qu'il faut tenir tête à Trump. Tu dis qu'éventuellement, peut-être qu'elle serait réglée dans 2-3 semaines. Je ne suis même pas capable de dire ça parce qu'officiellement, le Canada a eu des tarifs pendant 2 jours. C'est la guerre commerciale la plus courte de l'histoire que j'ai vue. C'est la perception du Canada, là. C'est une guerre de perception. Tu as parfaitement raison. On a l'impression d'être dans une guerre commerciale. On a eu des tarifs pendant 2 jours. Écoute, il n'y a personne au Mexique. D'ailleurs, il y avait les mêmes menaces. C'est le même 25 %. Il n'y a personne au Mexique qui penserait élire un président sur sa capacité à gérer... À gérer Trump. Peut-être en partie, parce que reste que, bon, c'est deux très grands pays qui ont un rapport de force peut-être encore plus conflictuel d'une certaine façon, mais ça n'a jamais été... ça ne marcherait pas de cette façon-là. Dans l'opinion publique, on ne pourrait pas imposer l'idée que la peur doit guider notre choix là, dans les urnes. Ça ne se passerait pas comme ça. Là. Donc, c'est vraiment un truc canadien, le safe space. Trump a pété la bulle des Canadiens. Ils veulent continuer à vivre dans cette bulle-là. Et c'est pas vrai que quelqu'un va nous empêcher de penser à nos REER en randonnée pédestre tranquillement le dimanche. Là. Oui, c'est ça. Là. Moi, j'avais comme planning d'aller en Floride cet été, puis de faire ci, puis de faire ça. Là, c'est qui ce gars-là là, qui vient me changer mes plans de vie? Là? C'est ça que les Québécois aussi reprochent pas à Trump. C'est pas qu'il soit d'extrême droite, etc. C'est que le gars est venu péter leur bulle. Il vivait dans un confort mental, etc. La société périphérique. Et le type, c'est ça, est venu changer leur plan et il est venu s'introduire dans leurs préoccupations quotidiennes. Donc, on pensait surtout à rénover le cabanon et là, il faut se préoccuper d'un enjeu géopolitique. Ça ne nous tente pas parce qu'on vivait chez ça. Alors, on pensait qu'on vivait à l'abri de toutes les intempéries. Non, c'est pas vrai. L'histoire nous a rattrapés et le essaie de réagir à ça. Il veut, comme avec Carney, s'imagine que le Canada va pouvoir continuer à vivre finalement en périphérie du monde, etc., alors que ça n'arrivera pas. Puis là, bon, il y a tellement l'affaire avec l'Union européenne. On pensait que Carney insisterait plus sur cette idée-là que d'un rapprochement avec l'Europe durant la campagne. Finalement, il n'y aura même pas eu besoin de ça. Là. Ça sera concentré à siphonner finalement le discours conservateur. Puis c'est ça aussi, c'est un pastiche. C'est incroyable comme fausse représentation, comme... en termes d'imposture, c'est des niveaux incroyables. Un gars qui n'hésite pas à mentir non plus, au vin. Il ne croit pas à moitié de ce qu'il dit, finalement, Carney. Là. Ben moi, c'est surtout qu'on nous dit qu'on a besoin d'une personne forte pour faire face à Trump. Parfait. Hier, il y a un débat. J'ai 4 personnes. J'ai 3 personnes qui ont l'air plus fortes un peu, puis j'ai une guenille. Et quelque part, en sortant des médias, ce que j'apprends, c'est que la guenille, c'est lui la personne forte. Oui, c'est un homme, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de répartie. Les gens, je pense, font un peu fausse route en mettant ça sur le dos de son français. On a vu plusieurs interventions, d'ailleurs, on va en voir une dans quelques instants, où il s'exprime en anglais et c'est extrêmement laborieux. Je veux dire, il donne pas du tout... Moi, tu sais, même formellement, sans parler du fond, là, juste au niveau de la forme et du rendu du message et de l'impression qu'il donne, il donne pas l'impression d'être le mâle alpha qui va résister à Trump que les médias essayent de nous présenter. Là. Parce que là, je sais pas comment on a créé cette perception-là, mais... Mélanie Joly a l'air d'une femme beaucoup plus forte que Mark Carney. Là. Ben oui, c'est ça qui est le pire. Je vais pas être plate, là, mais... Daniel Smith aussi, mais... Son argument, c'est seulement son CV... Qui est controversé aussi, là, c'est-à-dire contestable au sens où son bilan, évidemment, comme directeur des banques là, centrales, peut être critiqué. Ça dépend comment... Sa propre thèse de doctorat a été critiquée pour avoir... Tu sais, Jeff Caron l'avait bien expliqué à l'époque, dans les années 80-90, quand tu mets une thèse de doctorat, te faire accuser de plagiat, c'est assez difficile. Il n'y a pas beaucoup d'outils informatiques. Mais il y a une vague présentement de politiciens qui se présentent en politique, justement, puis là, ils se font réinspecter leur thèse de doctorat parce qu'ils établissent une posture en montrant qu'ils ont écrit un doctorat à un moment donné, ils ont écrit une thèse, puis tu sais, c'est des gens là, qui méritent là, certaines vénérations du petit peuple. Puis finalement, là, on se dit, hey, la thèse de doctorat du bonhomme, on la repasse-tu dans les nouveaux logiciels de validation qu'on a maintenant qui sont hyper sophistiqués, qui nous permettent de détecter très facilement
du plagiat, puis pouf, 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 de toutes sortes de politiciens dans le monde qui se font péter leur thèse de doctorat un après l'autre, avec des grands bouts qui ont été plagiés dans d'autres thèses. Ben, je pense que c'est un gars en Allemagne qui a dû démissionner pour ça. Là. Puis c'est arrivé à Carney. C'est arrivé à Carney. Puis on nous a dit, non, c'est pas correct. On a ressorti la bonne femme des années 90 qui avait approuvé sa thèse, qui, elle, passe vraiment pour une folle dans cette histoire-là. Puis on la sort, puis elle dit, non, j'ai aucun plagiat là-dedans. C'est pas ça que les logiciels disent, ma belle. Mais non, à quelque part, ce gars-là, il a un gros CV. Même le CV est contesté. On voit que les valeurs de la gauche aussi ne tiennent pas à grand-chose. Écoute, le ralliement quand même de la gauche, effectivement, Streliski, écoute, l'incarnation même de la gauche caviar, la plus caricaturale. Écoute, après ça, les souverainistes, Jérôme. La classe ouvrière, entre guillemets, s'est tournée vers la droite. Écoutez, c'est ça la gauche aujourd'hui, Mark Carney, un oligarque, un imposteur. C'est du n'importe quoi. Là. Les souverainistes, Jérôme, là, imagine, tu es un nationaliste québécois, ça fait 30 ans, 40 ans que ces gens-là nous disent que le pire ennemi du Québec, c'est Pierre-Éliott Trudeau et les libéraux fédéraux, les Anglais, tout ça, que c'est important d'avoir, ça serait, leur priorité, c'est d'avoir un chef qui parle bien le français, qui aime le Québec, tout ça. Puis là, tu regardes, tu te dis, ben regarde, il y a deux choix, là, essentiellement, c'est à moins que tu votes bloc. Là. C'est Poilievre qui élève ses enfants en français, qui a marié une Québécoise qui parle un bon français, puis qui il multiplie les déclarations où il respecte les trucs du Québec, puis tu as un espèce de banquier anglais qui baragouine le français, qui dit déjà d'emblée qu'il va contester les lois linguistiques et la laïcité du Québec. Et tu as 40 % des électeurs du PQ que quand ils sont dans un sondage, ils vont voter pour Carney. Tu sais, à quel point là, on n'est pas un peuple sérieux, là. Je veux dire, le PQ qui pense faire un pays avec ces gens-là, je veux dire, c'est lunaire. Là. Vous êtes les transfuges, là. Votre électorat, ce sont des gens il y a un monsieur de 60 ans qui arrive avec une mallette de cuir puis ils sont prêts de passer à oui, à non. Pour une impression de sécurité financière, évidemment, ça va être l'augmentation du coût de la vie là, avec cette politique-là. Donc, écoute, c'est quand même... Sans être alarmiste, c'est quand même un peu l'élection de la dernière chance pour le Canada. Les Canadiens ont le choix entre freiner l'hémorragie ou embrasser leur déclin. Et là, on ne parle même plus de déclin, c'est une chute. Et les Canadiens semblent vouloir choisir la chute. Je ne veux pas être prophétique, là, au sens, pas être un prophète de malheur, mais si on se ramasse avec un 4 ans supplémentaire de règne libéral, le Canada va assumer sa chute. Ben, surtout en présence d'un régime qui est plus ou moins sympathique au Canada en ce moment, au Sud, et auquel tu te dis, ben là, ça prend des gens qui veulent rouvrir les portes diplomatiques. Là. Pas quelqu'un qui nous dit, ah, c'est terminé, c'est fini, il n'y en aura plus jamais. C'est pas là qu'on devrait être. Parlant de chute, ceux qui sont en chute psychologique et mentale en ce moment, ce sont les médias traditionnels. Donc, il y a eu 2 événements. D'un, on est toute la contestation du fait que Olivier Primo recevait Pierre Poilievre et que Jack Metzing allait dans des podcasts. Blanchette aussi va dans des podcasts. Geraldin et compagnie. Donc là, ils sont fâchés et dégoûtés d'être boudés de plus en plus par les politiciens qui veulent rien savoir, d'aller dans leur petit format formaté de 8 minutes avec des coupages d'impossible de parler pendant plus que 10 secondes sans se faire couper la parole. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi hier, donc les gens qui n'ont pas écouté jusque-là, il y avait l'espèce des scrums d'après-débat où les politiciens étaient questionnés par des journalistes. Et là, bon, il y a un crime de lèse-majesté envers les journalistes qui a été commis. On a laissé rentrer des gens de médias dits alternatifs comme Rebel News et True North. Et ça a donné ça. Donc, un journaliste de True North qui pose cette question-là à Mark Carney. Donc, nos abonnés l'ont déjà entendu, mais je pense que ça vaut la peine de le réentendre. Voici ce que ça a donné. Absolutely. Alex Zoltan with True North. If you thought my friend's question was odd, you're going to love this one. I'm glad you self-assessed that. Okay. How many genders are there? In terms of sex, there are 2. Thank you. My follow-up question then, do you believe that women, biological women, have the right to their own spaces?
their own sports, their own change rooms, their own prisons, their own homeless shelters? I think this is Canada, and that as a general objective, yes. But we work in where we value all Canadians for who they are, and we'll continue to do so. Thank you very much. Donc, c'est pas juste son français, là. C'est En fait, il sait pas il s'est fait poser cette question-là, puis il savait pas quoi répondre. Il essaie de dévier. Il s'en fout. Il s'en fout. Moi, c'est ce que je sens chez lui. Le gars s'en fout, d'une certaine façon. Écoute, des fois, ses réponses sont tellement rapides, laconiques, que tout le monde en parle. Il se force même pas, ce gars-là, d'une certaine façon. Je te le dis, c'est d'un cynisme incroyable, cette campagne-là. Le gars ne sent pas qu'il doit se forcer. Il y a le système avec lui. Il surfe sur la vague. Ça a été scénarisé, fabriqué, etc. Si ça dure 120 jours, cette campagne-là, est-ce que ça peut fonctionner? Il y aurait un essoufflement, par exemple, ça, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que si... Parce que c'est exactement ce qui est arrivé aux États-Unis avec Kamala Harris. Si Harris elle remplace Biden 30 jours avant la fin, Harris gagne. Si elle remplace Biden 60 jours avant la fin, Harris gagne. En haut de ça, incapable. Le problème, Yann, c'est qu'on est le Canada. Puis, même les conservateurs font campagne dans une camisole de force. Écoute, la droite n'ose pas s'affirmer. Il n'y a pas au Canada la possibilité de voir éclore ce qu'on appelle la nouvelle droite. On reste prisonnier d'un conformisme et d'une tiédeur au Canada qui vraiment vont très au-delà de ce qu'on voit ailleurs en Occident. Et est-ce que les Canadiens ont le goût de se réveiller, en fait, là? Comme les Américains l'ont fait par rapport à Harris? Moi, j'en doute fort. C'est-à-dire, les gens adorent leur ignorance, ils adorent leur déni, c'est-à-dire, ils adorent... ils ne veulent pas de sursaut. Ils préfèrent mourir confortablement. Et le Québec n'est pas une société distincte dans cette affirmation-là. Là. Ben, c'est qu'on se rend compte que le Canada puis le Québec se ressemblent beaucoup d'une certaine façon. Hein, c'est ça. Puis moi, des fois, tu vois, j'alterne. C'est-à-dire, là, cette semaine, j'avais un texte à causeur en France que, le titre s'appelle, c'est Canada, la chute hors de l'histoire d'un pays en pyjama. Et c'est un bon texte. Et là, tu vois, il y a des nationalistes qui like. Parce que là, j'ai dit le mot Canada. Quand je critique le Canada, les nationalistes, ils like. Okay, là, quand je dis le mot Québec, non, mais en même temps, je pourrais décrire le Québec. Là, pour la France, j'ai élargi au Canada, puis ça s'est élargi au Canada mes thèses, mais c'est-à-dire ce que je dis du Québec, en général, c'est vrai du Canada, et inversement. Donc là, les souverainistes qui nous jouent la société distincte, évidemment, qu'on reste une société distincte, mais à ce niveau-là, non, on n'est pas une société distincte. Le Canada reste dans l'ensemble l'Abitibi des Amériques. Et mais c'est quand même ça, pareil, le Canada, à l'échelle. Mais là, c'est très drôle parce qu'il y a c'est vraiment ça, là. Mais c'est très drôle, ça, parce que en général, aussitôt que tu fais une critique du Québec, il y a une frange des nationalistes qui t'accusent de Québec bashing, de coloniser, de ci et ça. Sauf que là, tu remarques que certains leaders nationalistes québécois, de plus en plus, là, posent des jugements très durs à l'égard de la population qui s'est jetée dans les bras de Mark Carney. Et tout d'un coup, là, il devient autorisé. J'ai vu plusieurs publications, je me disais, ça, si ça vient de moi, on appelle ça du Québec bashing, Elvis Gratton et autres. Et là, tout d'un coup, si c'est fait par un nationaliste, parce que quand il y avait la vague conservatrice dans les 2 dernières années, eux nous disaient, hey, le Québec résiste en fier village gaulois, nous, on va voter pour le Bloc. Et là, ils se sont rendus compte que cet appui-là tenait à rien. Qu'en fait, l'électeur moyen du Bloc, t'avais qu'à lui présenter un monsieur avec un beau CV qui a des diplômes et il pouvait changer, nonobstant qu'il parle français ou pas, ou qu'il connaisse le Québec. Il se fout, il mange une poutine, il se fout une ceinture fléchée et il n'y a pas de problème. Tout est oublié, tout est pardonné. Il a d'ailleurs été manger une poutine avant le débat hier, Carney. Ben oui, évidemment. Mais la question qui a été posée tantôt là, sur l'histoire du genre, là, la raison pour laquelle j'en parle, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que les médias sur les réseaux sociaux hier étaient en complet meltdown là-dessus. Pourquoi on a laissé rentrer des fous qui posent des questions qui n'ont pas rapport, typiquement américaines, tout ça?
Mais le Canada, comme tu dis, vit vraiment dans une cloche de verre. Là. Tu sais, on parle souvent du dôme en blanc, mais il y a un dôme canadien. Là. Les Canadiens vivent dans un dôme dans lequel on pense qu'on est à l'abri de tous ces débats-là. Mais tu sais, aux États-Unis, la réponse était très claire quand on posait ça. Donald Trump, il répondait « There will be no men and women sports ». There are only two gender. Tout est très clair. Lui, il a baragouiné une espèce de patente. Mais ce truc-là, c'est pas qu'américain. Là. Vous avez publié un article sur Libre Média. Là. Ça s'inscrivait, cette question-là, dans. Hier, c'est sorti là, qu'il y a un jugement de la Cour suprême au Royaume-Uni. C'était très d'actualité. C'était très d'actualité et qui est venu trancher l'histoire. Non, il y a une réalité et ça s'appelle la biologie. Il y a deux sexes, les amis. Alors, c'est gros, ça va faire. Le Royaume-Uni a été très en avance, évidemment. Très pourquoi c'était dans et les très tribunaux, en cette avance affaire-là? aussi sur la réaction. Là, c'est-à-dire, le Royaume-Uni était le laboratoire précoce du transgenrisme et ça va être le laboratoire précoce de la détransgenrisation, d'une certaine façon. Là. Mhm. Parce que c'est quoi l'idée d'être devant les tribunaux pour affirmer ça? Il y a une cause derrière ça. Peux-tu nous dire un peu de la manière que ça fonctionne? Ben écoute, j'ai suivi un peu, mais en gros, c'est un organisme de défense des droits des femmes écossais, si je me souviens bien, qui... D'où le verre. en Écosse, il y a eu des grands débats là-dessus. Là, les hommes dans les prisons également. Je peux en lire un petit bout là, pour le bienfait des auditeurs de ce qui est écrit dans Libre Média. Puis c'est partout, hein, c'est pas juste je le mets parce que c'est votre média, là, mais je l'ai vu dans CBC, cette nouvelle-là, je l'ai vu partout. Là. On n'a pas inventé ça là, à Yann et Frank ou à Libre Média, c'est une nouvelle. Là. La décision unanime de la Cour suprême est que les termes femme et sexe dans la loi sur l'égalité de 2010 se réfèrent à une femme biologique et à un sexe biologique, ont jugé les 5 magistrats de la plus haute instance du pays. Donc, c'était une décision à 5 sur 5. Là. Les effets concrets de ce jugement sont encore difficiles à évaluer, mais dans leur décision, les juges affirment qu'il est légal d'exclure les femmes transgenres de certains espaces réservés aux femmes, comme centres d'hébergement ou dans des hôpitaux, si cela est considéré comme proportionné. L'association Sex Matters, qui était associée à ce recours, donc ça répond à ta question, Yann, a d'ores et déjà affirmé qu'il n'y avait plus aucune excuse pour autoriser les femmes transgenres à participer à des événements sportifs féminins. Ce verdict est l'aboutissement d'une bataille juridique de 4 ans entre le gouvernement écossais, très engagé en faveur des droits des personnes transgenres, et l'association féministe For Women Scotland. Fait que ça va beaucoup dans l'intervention qu'on a eue. Avec Alexandra. Exactement. C'est des bonnes nouvelles. C'est délicate pour Carney, évidemment. Bon, on sait qu'un enfant a changé de nom, etc. Vraiment une question difficile. Et écoute, ils veulent pas répondre. C'est le pastiche du programme du Parti conservateur. Donc, on n'est plus les libéraux de Trudeau. On est le Parti conservateur rouge. Là. C'est ridicule. Ah non, c'est clairement ça. Écoute, peut-être en rafale, là, vous avez eu quand même plusieurs trucs qui ont été publiés sur Libre Média. Bon, un texte sur... je peux en mettre quelques-uns à l'écran pour le bienfait des auditeurs. Donc, un texte qui a été publié sur l'inflation alimentaire, donc ce qui se passe un peu dans l'alimentaire au Québec. Prenez le temps. Vous voyez en haut là, de Libre Média s'abonner. Jérôme, je pense que vos forfaits, c'est comme 4$ par mois ou 5$ par mois, les premiers forfaits. Oui. Hey, avec ce qui s'est passé hier... des contenus, ouais. Avec ce qui s'est passé hier, là, ces médias traditionnels qui méprisent les médias alternatifs, vous en avez un bon avec les médias. Là. Vous en avez un crise de bon avec les médias. Pour vrai, les textes sont bons. Là. On est fiers, oui. On est très fiers. Allez chipper in. Allez chipper in. Faut que ces mouvements-là de médias alternatifs prennent plus de force, prennent plus de vigueur, puissent avoir la capacité d'augmenter leur contenu. On est meilleur qu'eux autres. Jérôme est meilleur que bien des journalistes. Allez chipper in. C'est en haut, s'abonner, let's go. Là. C'est le temps. Là. Absolument. Le texte qu'on voit apparaître à l'écran en ce moment, là, pour ceux qui sont en audio, Canada, le compte bancaire d'une militante féministe aurait été gelé.
C'est quoi cette histoire-là? Je l'ai vu passer. Là, j'ai pas lu le texte avant qu'on fasse le podcast, mais en me promenant sur votre site, je viens de le voir. Là. Il se passe des drôles de trucs dans notre pays Écoute, quand même. Meghan Murphy, qui est une féministe très connue dans le milieu féministe international, OK. s'est d'ailleurs exilée au Mexique pour. Ben écoute, voyant l'état de la démocratie canadienne, Mme Murphy a choisi de s'exiler au Mexique. Après, d'ailleurs, tu sais, les événements du convoi à la liberté, etc. C'est drôle parce que c'est une féministe mexicaine qui me parlait d'elle à Mexico. Moi, je la connaissais pas. Puis elle me dit, t'es une compatriote, bon, très connue chez nous, là. Puis moi, j'étais là, compatriote. Tu sais, moi, dans ma tête, je me sens pas toujours canadien-anglais, je vais vous la mettre. Ah, OK, c'est une canadienne anglaise là-bas. Ben oui, compatriote. Ouais. OK. Et finalement, bon, elle m'apprend son histoire et effectivement, très connue, Meghan Murphy. Donc, écoute, elle dit dans un article sur Substack que son compte bancaire a été gelé après avoir déposé sa candidature dans la circonscription de Vancouver-Est OK. à titre de candidate pour le Parti populaire. Et je pense que c'est une femme qui est crédible, là, qui s'est exprimée sur des tribunes très crédibles, etc. Donc, qui fait beaucoup... Un peu comme dans le temps de la loi antiterroriste ou blanchiment d'argent qui a été utilisée pour geler le compte de banque des camionneurs. Ben c'est ça, ouais, c'est ça le parallèle qu'elle fait. Là. Et donc, elle habite au Mexique, s'est exilée justement pour, écoute, pour se mettre à l'abri des dérives, si on veut, antidémocratiques du Canada. Et constate qu'elle ne veut pas revenir parce que, bon, en tout cas, elle n'a pas les fonds nécessaires parce qu'ils sont bloqués sur son compte canadien. On comprend qu'elle s'est affranchie en partie du système bancaire canadien, justement, après l'épisode des camionneurs. Mais tu sais, écoutez, on est quand même dans un pays où des gens, écoutez, là, après le convoi des camionneurs, il y a des gens, des Canadiens, qui se sont ouverts des comptes bancaires à l'étranger, là. Parce que pour s'affranchir de ces potentielles dérives, et pas juste potentielles, c'est quand même ça qui s'est passé au Canada. Donc, tu sais, quand je vous dis qu'on a une campagne avec Carney où il y a des centaines d'angles morts, où on ne traite pas de. Où on fait l'économie de toutes ces questions fondamentales, c'est extrêmement préoccupant. Là. Donc, ça, c'est une histoire dont il faut tenir compte, qui n'a pas été non plus, c'est ça, diffusée par les médias conventionnels. Et non, je pense qu'on le met au conditionnel, mais c'est quand même fort possible. Et ces histoires-là existent en France aussi. Moi, des journalistes en France qui ont déjà raconté compte bancaire gelé un certain temps. Ça commence pour vrai, là, j'ai l'impression. Et donc, écoute, ce sont vraiment des dérives qu'il faut absolument surveiller. Là. C'est nous, on s'en fait une spécialité de surveiller tous ces cas-là à Libre Média. Comment il appelait ça, Nicolas Vidal, là, les autos sous-marins qui se parquaient en avant de ses bureaux? Là, Ouais, en France, ça joue dur. Écoute, la police peut cogner chez vous. Là. C'est fait dévaliser carrément 2 fois par la police. Non, en France, c'est gros. Là. Même les gens des partis d'extrême droite, entre guillemets, peuvent être harcelés judiciairement. La police peut faire une petite visite là, pour voir si vous n'avez pas des armes à feu. C'est quand même une société latine. Là, Oui, c'est autre chose. Écoute, peut-être dernier sujet pour aujourd'hui. Hier, ça a bien fait qu'il y ait un match du Canadien et un débat des chefs parce qu'on a appris hier que le Québec se faisait décoter sa cote de crédit suite à de multiples budgets catastrophiques du gouvernement de la CAQ. Il y a un truc qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est le calcul des coûts de dépenses du gouvernement du Québec selon les propositions qu'avait faites chaque parti politique. Et parce que là, en ce moment, les libéraux sortent, les péquistes sortent, les solidaires sortent, tout le monde sort pour dire « mais c'est épouvantable, la CAQ, comment ils ne savent pas gérer le gouvernement? On a tellement de déficits qu'on est dans le trou comme c'est pas possible. » C'est vrai. C'est vrai. Sauf que voici ce qui avait été promis en campagne électorale. La CAQ, c'était genre les moins pires. Avant le PCQ. C'est ça. Le PCQ, donc, ça, c'était ce qui était promis. Ça, c'est ce que la CAQ promettait. Le PQ, qui est à l'ouest complètement, et QS, qui est et là, aujourd'hui, bon, PSPP, bon, c'est le bon jeu, c'est le rôle de chef d'opposition, nous dit que la CAQ a perdu le contrôle des dépenses publiques. Ouais, mais c'est parce que vous promettiez pire que ça encore, les amis. Là. Je veux dire, bonne sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon, parfait. C'est son rôle d'opposition et peut-être de premier ministre en attente de critiquer la mauvaise gestion du gouvernement. Mais là, c'est comme s'il n'y a aucune reddition de compte à faire. Là. Tous les partis avaient promis
des dépenses irresponsables, sauf le PCQ. Et Mais là, la personne qui remet ça d'en face à PSPP, c'est Louis Lacroix dans une conférence de presse. non, Ah non, non, c'est Savage Joe sur X. c'est ça. Ok. C'est Joe Hamel. Il faut les humilier. C'est quoi ta perception là, de ce qui se passe en ce moment là, au Québec par rapport à ça, Jérôme? Tu sais, on avait un parti qui s'est fait élire, nous disait-on. C'était un genre de parti de centre mou, centre droit. On va mettre de l'ordre dans les finances publiques. Et finalement, on se rend compte que dans les partis qui sont à l'Assemblée nationale en ce moment, le plus à droite, entre guillemets, c'est pour ce que ça peut vouloir dire au Québec, ne peut même pas gérer les finances publiques sans nous amener à cette catastrophe-là. Et l'alternative, nous dit-on, c'est le PQ. C'est que dans le fond, l'alternative à la médiocrité qui est là, qui nous a amené à cette décote-là, ce serait d'aller vers des partis plus à gauche encore. Je ne sais pas comment on peut sortir de ça. Je ne sais pas comment tu vois la chose. Là. Écoute, ça va mal. Il y a un déni. Je sais pas. Puis il y a un consensus à l'Assemblée nationale. On voit que c'était sur la taxe carbone, par exemple, c'est toujours le parti unique. Donc, il n'y a pas vraiment. Il y a un bon déficit démocratique actuellement là, à l'Assemblée nationale. Écoute, je ne sais pas l'avenir, tu vois, du Canada, du Québec. J'ai l'impression que, comme je disais tantôt, c'est vrai pour le Canada, c'est vrai pour le Québec. Les gens n'ont pas envie de se réveiller. Ce serait un exercice qui est inconfortable. Tu sais, il faudrait faire des efforts pour faire tout ça. Pas l'impression qu'actuellement, les gens sont prêts à faire des efforts. Là. Tu sais, si on parle simplement. Ça me fait Et, chier quand tu dis ça parce que tu as raison. Tu sais, les gens sont pas là et on sent pas, c'est ça, une envie de... Parce que c'est ça, sortir de sa zone de confort, non, c'est vraiment pas le choix actuellement des Canadiens et des Québécois. Là. La Mais en bière même est-tu temps, frette? La C'est bière fut est en frette. avant. Ouais, mais en même temps, les gars, soyons honnêtes. Là, si on regarde les informations qu'on a disponibles, là, puis c'était même sur le site de Libre Média, vous avez fait un article là-dessus. Là. Il y a un sondage qui est sorti. Quand on demande aux Québécois, ben 50%, c'est peut-être pas assez à votre avis, mais il y a quand même un Québécois sur deux qui dit non, la taxe carbone, on devrait l'abolir. 100% des élus veulent la garder. Il y a un autre sondage qui nous dit que 74% des Québécois sont en faveur de pipelines pour acheminer de l'énergie vers l'Est et pouvoir l'exporter en Europe. 100% des élus de l'Assemblée nationale sont contre. Hey, c'est une fracture, ça. Là. Tu sais, à un moment donné, oui, on peut être sévère envers la population, puis c'est vrai, là, moi aussi je le suis, puis il y a du monde qui sont aux fraises, puis des gens qui racontent n'importe quoi, puis M. Carney va nous protéger et autres. Mais pour vrai, quand on sonde les... Puis c'est pas la première fois qu'on dit ça, le privé en santé, c'est un peu la même chose. Plein de Québécois disent « Oui, je suis pour un système public, mais j'aimerais ça, si j'ai de l'argent, pouvoir me payer des soins au privé. » 100% des élus de l'Assemblée nationale sont contre. Ben ça revient à ce que tu dis tout le temps. Si on y allait politique par politique, les gens se rendraient compte qu'ils sont beaucoup plus conservateurs qu'ils pensent. Mais le bug dans toute cette histoire-là, en fait, c'est la personnalisation de la politique. Je veux dire, la question de Pierre Poilievre hier, vous n'avez pas honte, après 4 mandats, de redemander un autre mandat puis dire je viens d'arriver. Non, tu ne viens pas d'arriver. Tu es conseiller de Trudeau depuis 2020. C'est les mêmes ministres, les mêmes députés, les mêmes idées de marde, les mêmes acteurs apparatchiks en arrière. Fait que là, tu es là, tu te dis, qu'est-ce qui peut amener les gens à faire fi des politiques publiques, à faire fi de l'équipe ministérielle, à faire fi de l'équipe d'apparatchiks, à faire fi du financement du parti politique, à faire fi de tout. Du bilan. La seule chose qui peut expliquer ça, c'est l'ultra-personnalisation de la politique. La journée que tu changes Trudeau, tu mets Carney, c'est un renouveau, alors que ça change focal. Moi, ce qui m'effraie le plus là, dans l'élection présentement, là, c'est que j'ai vraiment l'impression que si 3 mois, c'est octobre 2026 qu'on est dû pour une élection au Québec? Octobre 2026? Ben, si 3 mois avant l'élection, Legault démissionne, puis la grande Guilbeault, elle arrive, puis elle prend sa place, la CAQ est là pour 4 ans. Penses-tu que cette stratégie-là pourrait être réutilisée au Québec, Jérôme? À la dernière minute, on enlève le go, on met quelqu'un qui arrive d'ailleurs, puis on fait réélire la CAQ? Tu sais, ça rend cynique. C'est vrai que ça rend cynique, là, ce qui se passe en ce moment. Oui. Ben oui, peut-être que
je sais pas. Je pense pas que ce soit fait non plus pour le PQ. Là. Tu sais, la vague sur laquelle surfe le PQ est en grande partie elle-même la fabrication de Québécois. Là. Donc, Ben, à présentement, quel le point PQ, c'est Pierre Poilievre. Là. Puis à quel point PSPP, c'est là, c'est. organique. En fait, il suffirait probablement que, encore plus cynique, il suffirait que Legault bénéficie d'une autre pseudo-crise, en fait, et il va apparaître comme une figure plus rassurante que PSPP. On va insister sur le fait qu'il est inexpérimenté pour justement affronter des crises, alors que Legault a quand même traversé la COVID, même si c'est une catastrophe. Legault a un plus beau CV Il que suffirait probablement PSPP. juste de ça, hein, c'est-à-dire de retaper sur une crise X et d'insister sur une transition, éviter des ruptures, y aller sur la continuité. C'est ça, on est là-dedans là, au fédéral. Donc, mais écoute, il se passe rien. Il se passe rien. S'il n'y a pas de vibe, et ça manque vraiment de quelque chose. Tu sais, les gens ne réagissent pas. C'est vraiment un peuple zombie là, d'est en ouest. Là. Écoute, juste en termes de manif, puis tout ça, il ne se passe pas grand-chose. Là. Ça manque de violence d'une certaine façon. Là. Je ne sais pas appeler à la violence, mais il se Non, passe mais je comprends rien. ce que Là. tu veux dire. Les seuls trucs qui brassent, c'est des gens enguirlandés comme Yasser Arafat dans les rues avec des drapeaux de la Palestine. Là. Tu sais, C'est il se les passe seuls qui ont rien, l'air là. d'être en vie, là, finalement. Même les syndicats ont l'air morts. J'insiste très, très clairement pour dire que je condamne toutes les formes de violence politique, mais il n'y a pas de. Ça manque il n'y a pas de. Il n'y a pas de gilet jaune, c'est ça que tu veux dire. Il Dans- n'y a dans- juste rien. Il n'y a juste rien. C'est ça Il y qui a juste frappe. rien. Il n'y a rien. Dans l'air, ici, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de vibe, il n'y a rien. Tu sors de l'aéroport Trudeau, tu te dis, je viens de débarquer où ici, là? C'est le pays du rien. C'est le pays du néant. Mais l'aspect complexé sur lequel tu as mis le doigt tantôt, je pense qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans, dans le sens que j'en parlais avec des gens là, qui me disaient qu'ils sont allés aux États-Unis là, à peu près dans la période de l'élection, puis Alexa Lavoie nous disait la même chose. Là. Tu sais, même à New York, dans le cœur démocrate des États-Unis, il y avait plein de gens qui se promenaient avec des casquettes rouges à la tête, Make America Great Again. Au Canada, Poilievre va peut-être se faire ramasser 40% des voix, puis les gens sont gênés de dire qu'il vote conservateur. Ils se cachent, ils n'en parlent pas avec leurs amis. Il n'y a personne avec une casquette écrit Poilievre sur la tête qui est fier de le dire, puis qui le dit. C'est comme moi, pour qui tu vas voter, toi? Je sais pas trop, là, mon choix n'est pas fait encore. Dans sa tête, il sait que c'est Poilievre, mais il veut pas coucher sur le divan, là, ou il veut pas. Peut-être sa mère l'invitera plus à Noël s'il dit, tu comprends? Là? C'est comme dire un peu que dire je vais voter conservateur ou plus à droite, c'est un peu comme dire que tu n'as pas pris ta dose de rappel. Il y a comme quelque chose là-dedans qui peut t'exclure de ton milieu, tu comprends? Ah oui, c'est un conformisme Oh, incroyable. arrêtez, les gars. Je suis capable. Calisse. Sur Vous allez une me note, fendre en deux. sur une note plus positive, Jérôme, qu'est-ce qu'on suit du côté de Libre Média dans les prochaines semaines, prochains jours? Ben écoute, on va terminer la campagne. On a eu de nombreux textes là-dessus. Donc, évidemment, en posant un regard critique sur le personnage de Carney. On est revenu quand même aussi sur les dissensions à l'intérieur du Parti conservateur fédéral. Il y a quand même des gens à l'intérieur du parti qui soupçonnent une forme de sabotage, c'est-à-dire, on a vu avec l'absence de candidate dans Québec Centre que il y avait quelque chose qui marche pas. Là. Il y a des gens qui. De Corey Teneke qui fait un job de cul en Ontario. Il y a un incroyable. défaitisme un peu aussi. Donc, on est revenu là-dessus. J'ai reçu des témoignages anonymes. En tout cas, qui sont restés anonymes dans le cadre de l'article. Là. Donc, on se demande là, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus les conservateurs ne sont pas capables de prendre leur élan finalement au Québec. Ça s'explique surtout, je pense, par le manque de loyauté de la députation québécoise envers Poilievre. On le sait. Vraiment. Ces gens-là appuyaient Charest, etc. Donc, c'est comme s'il y avait il y a un manque de volonté au sein même des députés actuels. C'est comme si on ne voulait pas gagner, finalement. En tout cas, on est revenu là-dessus, on explique ça. Puis il y a aussi la présence de la CAQ qui ne fait pas l'unanimité chez les militants conservateurs, puis pas du PCQ. Donc, tu as comme une petite guerre, entre guillemets, entre les conservateurs fédéraux plus PCQ et ceux qui sont plus CAQ. Donc, ça aussi, ça crée des dissensions. Donc, à Libre Média, on a suivi beaucoup la campagne, forcément. Et on continue sur d'autres sortes de choses là,
des enjeux internationaux, mais qui peuvent toucher l'Occident. On continue à s'intéresser comme la liberté d'expression, etc. Donc, puis Ouais, la guerre en Ukraine qui continue de piétiner, là, bon an, mal an. Là. Il n'y a pas eu de règlement de conflit en dedans de 24 heures, là, comme nous l'avait promis le président élu à l'époque, Donald Trump. Finalement, ça semble s'enliser. Il n'y a pas l'air d'avoir il n'y a pas l'air d'avoir de règlement. Même, on sent que Israël, Gaza, ça tient à un fil aussi. Tout ça semble très... et la paix dont on nous disait que ça allait inévitablement arriver avec la fin de régime démocrate, ça semble plus difficile que prévu, finalement. Là. Mhm. Donc, on suit ça. Puis, le dernier reportage vidéo, c'est sur la crise d'itinérance à New York. Si vous voulez aller voir ça sur YouTube. Donc, des sans-abri américains qui finalement se retrouvent sans ressources parce que beaucoup de ressources sont allouées aux sans-abri migrants, finalement. Donc, il y a comme une guerre entre les sans-abri américains et les sans-abri qui sont issus de l'immigration. Donc, il y a comme une sorte de... Enfin, encore une fois, on sort complètement des sentiers battus côté sur le plan éditorial. Là. Écoute, merci les amis pour le show. Vous pouvez vous abonner Soyez à pas trop Patreon. découragés. Ça a été décourageant un peu, mais... Ouais, ben c'est ça. Consolez-vous. Le Canadien est en série. Là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Yay! Consolez-vous avec ce que vous pouvez. On va perdre en 4 en première ronde. La dernière fois qu'il y a eu une sir! série, c'était C'était pas pendant la la COVID. COVID. Oui, c'est ça. C'était pendant la COVID. Et on est manqué parti de gagner la avec coupe. quoi qu'un ami, il n'y a personne de gradin, vous vous rappelez? Ah oui, écoute, faut pas se rappeler de cette période-là, là, que il jouait à Tampa Bay, le stade était plein de monde, pas de masque, qui buvait de la bière. Puis au Québec, on avait mis des cartons dans les estrades pour faire semblant qu'il y avait du faux public. Là. Le message qu'on envoyait, justement, on ne voulait pas gagner non plus. Là. Mais là, on Non, va-tu c'est battre notre record? Là? Si on a une défaite en fusillade, ben non, il n'y a pas de fusillade. Si on a une défaite en prolongation en série, on va-tu virer les chars de police à l'envers tout de suite, en première ronde? Ah, peut-être. C'est bon là, pour ça, d'habitude. nous autres. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est à Mais là, quelque part. Ça les journaux montrerait vont que les parler gens de sont 3 encore en semaines, vie. Un Ouais, char c'est de ça, c'est police, comme le puis- paradoxe. On est en vie pour le hockey, mais mort pour la politique. Non, mais c'est ça. C'est comme je disais Ah, hier, ouais. les Canadiens ont peur. Les Canadiens, les Québécois ont peur pour leur survie politique. Ils ont peur d'être annexés, mais pas assez peur pour écouter le débat en même temps que la game de hockey. T'sais. Fait que c'est faux. Tu choisis. C'est le 51e État ou le Canadien de Montréal. C'est faut choisir entre les deux. Question de gestion de priorité, probablement. Merci, Jérôme, d'avoir été là. On rappelle aux gens, Libre Média. Donc, abonnez-vous. Le Libre Podcast également avec Francis Denis avec différents intervenants. Et on suit également sur votre chaîne YouTube pour voir les reportages, les entrevues qui sont diffusées ici et là. Donc, merci, Jérôme, puis on s'en reparle bientôt. Merci.